Les 10 premières années de l'URSS, il existe de multiples courants artistiques très avant-gardistes qui sont encouragés par le régime. Mais la politique rattrape ces préoccupations-là, et en musique par exemple, des compositeurs autrefois révolutionnaires dans les années 20 se retrouvent à vanter les mérites du travail agricole sur des airs de ballet enjoués dans les années 30. Tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, et pas toujours de force, il faut bien le préciser. La prise du pouvoir par Staline est fondamentale dans ce processus qui démarre donc officiellement en 1934. Il faut d'abord dire que le réalisme socialiste n'a pas d'esthétique propre. Il cohabite avec le futurisme, le constructivisme, l'abstractionnisme, le suprématisme, etc. Il se place dans la lignée du réalisme tout court de Jean-François Millet, Gustave Courbet, Rosa Bonheur, celui qui consiste à doter l'art d'une fonction politique et représentative. Il éveille les consciences. On le trouve en premier dans la littérature dès 1932 avec la création de l'Union des écrivains par Gorky, ensuite dans la peinture en 1946 par Jdanov, et plus tard dans la musique avec l'Union des compositeurs fondée en 1960 par Krennikov avec Shostakovich élu comme président. Ça, ce sont les organismes officiels, mais dès 1932, il y a le comité central déclare que tout artiste, artisan et architecte doivent se mettre au service du parti. Ça va avec ce qu'on appelle la révolution stalinienne, celle qui supprime la relative liberté économique et impose une collectivisation totale, forcée, sous le haut patronage du parti. L'URSS bascule alors dans un régime totalitaire. Le réalisme socialiste n'a pas été créé par le peuple, mais par une élite qui connaissait tout à fait les avant-gardes. Qu'on ne s'y trompe pas, les artistes qui le produisent et les politiques qui le soutiennent ne sont pas des ignorants, ils sont intimement convaincus de l'utilité et de la qualité de la démarche qu'ils remettent eux-mêmes en cause continuellement. Par ailleurs, dans le cinéma institutionnel, on a affaire à une toute autre imagerie, même quand on y vante les mérites du peuple, comme le fait Eisenstein dans La Révolution d'Octobre ou encore dans un autre film Lénine en Octobre où d'ailleurs on efface Staline de l'image après sa mort, l'effaceur effacé. Une exposition de l'association des artistes de la Révolution a lieu en 1922 et on peut y compter nombre d'artistes, de peintres déjà actifs avant l'invention même du réalisme socialiste. Ces gens s'associent de leur propre chef et utilisent les recettes de leur vente pour soutenir les victimes de la famine de 1921. Progressivement, les thèmes abordés évoluent de la lutte des classes remportée par le prolétariat à l'idée du peuple, tout simplement. Les classes n'existent plus, il y a juste le peuple. C'est ce que prophétise Lénine quand il dit que toute violence vient de la lutte des classes. Avec le communisme, les classes n'existent plus, donc il n'y a plus de violence. Néanmoins, pour glorifier ce monde parfait, il faut respecter certaines règles. Une forme traditionnelle, la ressemblance photographique et l'accessibilité au plus grand nombre. A priori, on est dans l'opposé total de l'avant-garde qui avait une dimension spirituelle chez quelqu'un comme Malevich. La peinture est transcendantale. Quand il peint un carré noir, c'est une véritable icône. On est dans la contemplation, dans le dépassement de soi, dans la révélation d'un mystère. C'est éminemment intime et personnel, ça cherche pas à être compris ou communiqué, mais à être ressenti personnellement, comme le sera le cinéma d'un Tarkovsky. Le réalisme socialiste, lui, n'a rien d'individualiste. Il vante un peuple uni, d'autant plus qu'il est disparate et n'a pas toujours grand chose en commun.
Il existe des revendications indépendantistes dès l'origine de l'URSS, des particularismes nationaux. Il s'agit de gommer ces dissensions, parce que les partisans mencheviques de la révolution libérale de février 17 ne s'attendaient pas à intégrer celle soviétique d'octobre dont les bolcheviks s'emparent ensuite, ni à ce qu'un certain Staline la pousse dans ses retranchements en jouant sur la ferveur du peuple et les épurations des années 30, puis en s'appuyant sur l'effort de guerre en 39-45, il achève de se rendre indispensable. L'URSS devait devenir le modèle socialiste qui inciterait les nations du monde à se révolter et à le rejoindre quoi qu'il en coûte. Dans cette optique, les dissensions deviennent inacceptables. La qualité de vie a certes augmenté, mais elle stagne très rapidement alors que les dépenses explosent pour soutenir les alliés ou la course à l'armement, à l'industrialisation et plus tard à l'espace. Un logement gratuit, des soins gratuits, une éducation gratuite, tout ça ne suffit pas toujours à unifier des nations si différentes et inégalement réparties, où parfois les promesses ont du mal à être tenues. La propagande s'emploie donc à soigneusement effacer ces zones d'ombre et mettre en exergue ce qui précisément tue les travailleurs à la tâche. Il est tout aussi intéressant de voir ce que montre cette peinture que ce qu'elle s'emploie à cacher. La société stalinienne ne renvoie d'elle qu'une image utilitaire et lisse, celle d'un bloc immarcessible prêt à changer le monde. On a donc tendance à parler d'un bloc de l'Est, comme si tout y était uniforme. Il suffit de voir les cinéastes soviétiques se rendant dans les festivals internationaux, c'était le seul moment où ils pouvaient se rencontrer. Chaque république soviétique aspire à plus d'autonomie vis-à-vis de Moscou et a tendance à se fermer sur elle-même. La Finlande, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et la Géorgie sont indépendantes de fait après le coup d'État d'octobre 1917, mais la Russie va réintégrer ces territoires officiellement et officieusement par divers traités où seule la Fédération russe est gagnante. C'est comme ça que l'URSS est fondée le 30 décembre 1922. Toutes les républiques fédérées sont officiellement souveraines selon la volonté du parti bolchevique qui va se substituer à l'État, mais rien n'est prévu pour quitter l'Union des républiques socialistes soviétiques. De fait, le fonctionnement n'a rien à envier à celui de l'Empire russe qui prétend en remplacer. C'est un État indivisible, hyper centralisé, un État qui va annexer ses voisins, comme la Lettonie en 1940. Le parti unique a aussi la primauté sur les lois nationales et c'est son gouvernement qui décide toujours à la fin quoi qu'il arrive. Officiellement, le parti est comme un seul homme, pas d'autre courant de pensée, pas d'opposition, c'est une décision de Lénine en 21. Seul Gorbatchev y mettra un terme en 87 lors de la perestroïka. Face à cette ouverture, 2 millions de membres rendent leur carte du parti et 7 millions d'adolescents quittent les jeunesses communistes. Enfin, en 1990, se crée un parti d'opposition avec le succès qu'on connaît puisque l'un de ses membres est toujours au pouvoir. Après toutes ces précisions, on peut se permettre de gratter un peu le vernis du réalisme socialiste soviétique, en particulier celui de l'ère stalinienne auquel on le réduit toujours. Cet art est déconnecté du marché par principe. Il vise pas un consommateur, il cherche pas à plaire, c'est pas un art qui s'établit contre le pouvoir ou contre la pensée dominante, il peut donc pas se comparer au postmodernisme du monde occidental. Ces artistes ne sont pas en concurrence et ne cherchent pas à créer de rupture avec les générations précédentes. Le monde nouveau qu'ils mettent en peinture doit être harmonieux et juste pour prendre la place des temps anciens, chaotiques et désorganisés. Faire table rase, ça ne fait pas peur à l'intelligentsia russe, elle est toute disposée à se débarrasser des influences occidentales et ainsi remodeler le monde selon une esthétique spécifiquement socialiste. L'idée de tout détruire de l'ancien monde était déjà là en 1919 quand un collectif de futuristes demande au parti l'autorisation de brûler les chefs-d'œuvre des musées de l'Empire. Mais Lénine en particulier s'y oppose. Merci pour Léonard de Vinci, merci. Il est intéressant de voir que c'est justement pas propre à la Russie. L'art nazi, l'art fasciste italien quand il abandonne le futurisme dans les années 30, le néoclassicisme français avec des sculpteurs comme Paul Belmondo, le régionalisme américain, etc., etc., on assiste à une espèce d'art réactionnaire, un repli sur soi et des conceptions artistiques révolues face aux courants les plus innovants. D'un côté, l'art abstrait fait ses premières armes, avec Kupka, Delaunay,
prenait Kandinsky, Malevich, Georgia O'Keeffe, et de l'autre, la tradition se réinvente comme pour réagir à une agression. En URSS s'ajoute l'idée d'un point de non-retour. Il y a eu 2 révolutions, 2 ans de guerre civile, et après 3 années de guerre mondiale, la Russie est à feu et à sang, les riches se sont enfuis, les institutions ont des postes à offrir aussi. Pourquoi dans ce contexte ne pas abandonner ces fulgurances artistiques pour participer à cette œuvre d'art totale que se propose d'être le nouveau régime? Sans doute y a-t-il une adhésion aux thèses bolcheviques, peut-être ces artistes pensent-ils que c'est une phase de transition et il faut bien en passer par là, ou peut-être que l'art a été si loin que dans ce contexte révolutionnaire, il en a perdu tout son sens. C'est difficile à dire. En tout cas, on fait trop souvent à ces artistes un mauvais procès de ce revirement dans une vision positiviste de l'art très occidentale, très dépendante d'une idéologie du progrès, d'aller toujours vers l'avant, alors que l'avant-garde et le réalisme socialiste ont en commun l'idée de renier les traditions culturelles et les valeurs du passé, et surtout elles ont en commun les mêmes artistes, c'est les mêmes personnes. Shklovsky, Tyryanov, Pasternak, Kaverin, Ehrenburg, tous ces artistes explorent les tréfonds de l'art moderne avant d'en venir à un formalisme stalinien. L'un des défenseurs de ce formalisme, c'est Zhdanov. Il devait succéder à Staline, et il est accessoirement l'auteur de la fameuse doctrine de 47, qui officialise la guerre froide en réponse à la doctrine de Truman du côté américain. Dans ses discours, Zhdanov, il cite plusieurs peintres. La plupart du temps, c'est des réalistes, des peintres du folklore russe, ceux qui ont contribué au 19e siècle à inventer de toutes pièces une culture nationale russe. Et évidemment, ils doivent servir de modèle pour inspirer les artistes socialistes, mais on ne renie pas la vieille école. On peut voir une conception artistique bloquée au 19e siècle à première vue. Néanmoins, on demande aux artistes de s'inspirer de ces gens, pas de les copier bêtement. Lénine parlait de 2 cultures en une seule, par conséquent de réappropriation, en évitant de parler d'art conservateur ou progressiste. Il y a une notion d'unification idéaliste de tous les arts, de tous les peuples, de tous les temps, au service d'un futur meilleur, sans classe sociale. L'art stalinien, dont Zhdanov est l'un des défenseurs, se voit comme post-apocalyptique, c'est l'art sur les ruines de l'ancien temps, quoi. Pour eux, le verdict a déjà été donné. L'important dans cet art officiel, c'est sa fonction et non la doctrine qu'il sert. Esthétiquement, dès les années 20, tout est déjà dit. Ensuite, il s'adapte aux exigences et au calendrier politique. L'iconographie n'est pas propre à l'URSS, elle est internationale. Tous les mouvements communistes utilisent les figures des ouvriers, les hommes avec un marteau à l'usine, les femmes avec une faucille dans les champs. Les militants sont mis en avant mais dépersonnalisés. Le drapeau rouge s'invite bien sûr, mais tout ça est ensuite adapté à un héritage national paradoxalement. Les artistes réalisent des portraits aux couleurs chaudes, aux formes précises et équilibrées. Ils donnent obligatoirement une vision optimiste du monde. C'est un monde qui a trouvé un sens. Le travail est au service de tous et non plus d'une élite privilégiée. Il y a plus d'un côté les classes supérieures instruites et de l'autre la plèbe soumise à ses émotions et ses pulsions animales. L'homme nouveau n'est plus un coup pour le patronat mais un rouage essentiel pour la société. Il travaille plus pour survivre mais pour mettre en œuvre un idéal supérieur. La rentabilité, la création de valeur, tout ça s'efface derrière l'effort collectif, l'idéal. À partir de là, il semble difficile d'éviter la figure de Lénine. C'est sans doute la personnalité la plus représentée et sur la plus grande durée. On en a une vision idolâtrée à cause de ça. Nombre d'intellectuels le voient comme un héros, à l'image de ses représentations, l'homme de la révolution, le père fondateur de l'idéal soviétique qui n'était pas, l'homme qui a aboli la valeur en ne remboursant pas la dette de la Russie notamment, et pourtant il est très critiqué, y compris par ses proches. Son parti bolchevique minoritaire a tout de même trahi les soviets en confisquant le pouvoir. L'écrivain Gorky a des mots assez durs en novembre 1917. Il dit « Lénine et ses acolytes se croient permis de commettre tous les crimes. Les Russes blancs expulsés du pays font des caricatures terribles, bien sûr. Le chef des armées soviétiques, Dmitri Volkogonov, écrit «
Lénine a déchaîné l'antéchrist sur les espaces de la Russie. Bon, sous Gorbatchev, un membre de son bureau parle des bolcheviks comme étant à l'origine d'un génocide en prenant bien la peine de nommer les dirigeants d'origine juive spécialement, comme s'il s'agissait d'un complot. Pourtant, Lénine, c'est aussi la nationalisation des banques, la séparation de l'Église et de l'État, la suppression de l'enseignement religieux, l'interdiction des châtiments corporels, la journée de travail de 8 heures, l'inspection du travail, le mariage civil, le droit au divorce, le congé maternité, le droit à l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, et rien de tout ça n'apparaît dans ces représentations. Bien évidemment, déjà parce que Staline va revenir sur beaucoup de ces décisions-là, comme l'avortement en 36. Cette image héroïque et consensuelle a traversé les époques et elle a su conserver une grande cohérence, tellement qu'on continue à voir Lénine comme le héros et Staline comme le dictateur qui détourne le projet révolutionnaire à son profit personnel. Il y a évidemment de ça, mais c'est un peu plus complexe. Avec la mort de Staline en 53, le réalisme socialiste est mis à mal. On soustrait au regard une bonne partie de cet académisme stalinien, on l'entrepose dans les réserves des musées à côté des œuvres avant-gardistes des années 20, mais il persiste sous une forme déstalinisée, rythmée par les fêtes du régime et un retour à des illustrations moins conservatrices. On comprend aisément l'importance de l'esthétique réaliste socialiste au regard du grand corpus littéraire qui n'a de cesse de le questionner tout au long du régime soviétique. À Leningrad se rencontrent des artistes communistes du monde entier. C'est un lieu d'échange et de débat, il y a des réunions entre ces artistes. En 59, à Moscou, l'exposition L'art des pays socialistes va jusqu'à présenter de la peinture abstraite. Et même Fernand Léger a droit à son expo en 63, Picasso aussi, etc. etc. Ce n'est pas si fermé qu'on pourrait le croire. En 87, quand Gorbatchev autorise les publications autrefois interdites, il met factuellement un terme à l'art officiel. Il y avait l'idée de faire de l'URSS un modèle afin de progressivement instaurer le communisme, le vrai, le véritable, l'unique, mais en attendant on faisait comme ça. Les occidentaux sont décadents, l'URSS a un rôle à jouer, il est normal que la propagande reflète ça. Avec la fin de cette idée du communisme, le réalisme socialiste pouvait tout simplement plus durer. L'art de l'avant-garde et l'art de l'ère stalinienne ne sont plus tabous actuellement, officiellement tout du moins. Dans la pratique, aucun effort n'est fourni pour exposer tout ça, et les chercheurs font des pieds et des mains pour y accéder. De fait, nombre d'œuvres et d'artistes sont tombés dans un oubli volontaire dont on aimerait pouvoir les extirper. Doit-on considérer cet art-là, ces artistes au service de régimes oppressifs, cet art totalitaire? C'est une question légitime mais qui semble pas si pertinente. Ou alors on conçoit l'art comme individualiste, indépendant, déconnecté des réalités, alors qu'il nous dit quelque chose de son époque, et de ceux qui en sont les spectateurs. Il y a toujours cette peur malsaine que l'art puisse devenir virulent, prenne position ou fasse de la propagande. On ne demande à personne aujourd'hui d'adhérer aux thèse de Staline, pas plus qu'à celle d'Hitler. Si on contextualise, on explique où est le problème avec ça. Si on part du principe qu'il y a des gentils et des méchants, on n'ira pas bien loin dans la réflexion. Avec cette vision faussée des choses, on en arrive à distribuer les bonnes et les mauvaises notes et certainement pas à s'intéresser à l'art. Aujourd'hui, on assiste à un véritable paradoxe russe avec une propagande officielle à la gloire des tsars et des grands hommes du passé, reniant l'histoire soviétique tout en la poursuivant de façon décomplexée. Il y a en parallèle une vie culturelle active, une édition indépendante des centres d'art contemporain subversifs, mais le pouvoir ne s'en préoccupe pas. Il y a un retour à l'ordre moral réactionnaire avec l'importance que prennent les religieux de plus en plus dans l'espace public et politique. Et à côté de ça, il y a un appétit culturel transgressif chez les élites en général. Le tout financé par l'État. C'est un moyen pour les hommes et les femmes politiques de montrer publiquement leur influence et leur vertu supposée, d'autant que les investissements dans les centres culturels historiques sont gargantuesques et décidés directement par l'administration du président Poutine, à hauteur de 50 à 90% du budget, d'après Transparency International. Il est très facile de faire pression sur ces institutions. Je tenais à préciser ça parce qu'il est important de contextualiser et de placer une réflexion sur une longue période pour ne pas faire de présentisme, ne pas enfermer un événement et le figer, parce que c'est comme ça qu'on en arrive à des conclusions absurdes et à tout isoler, tout segmenter, tout ranger dans des petites cases afin de surtout rien remettre en